Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Le prêt relais n'existe pas en Espagne. Ça peut être problématique et c'est ce dont on va parler dans cet épisode parce que si vous êtes propriétaire de votre résidence principale en Espagne et que vous souhaitez la revendre pour mieux ou pour plus grand, vous avez déjà un petit apport en revendant votre appartement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais comme le prêt relais n'existe pas, il ne faut pas se faire piéger par les délais et le calendrier et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Alors, quel est le quid de la question de cet épisode ? Je vous explique le contexte qui va très certainement vous parler si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale en Espagne. D'un côté, vous êtes propriétaire de votre résidence principale, donc vous avez un bien, mais généralement, on ne va pas se mentir, pour 90% des gens, quand on achète notre résidence principale, on s'endette auprès de la banque. On a donc un prêt qui est en cours. Et si vous souhaitez le revendre pour acheter plus grand ou mieux, souvent, le prêt qui peut être de 15, 20, 25 ans, 30 ans, il y a même des prêts jusqu'à 30 ans en Espagne, eh bien parfois ce prêt, tout simplement, il n'est pas encore remboursé, il n'est pas fini de rembourser. Donc vous avez un bien qui est encore endetté. Au moment où vous allez vendre ce bien, il y a une partie du prix qui va être tout simplement pour la banque, pour rembourser le montant du capital qui vous reste à payer dans le cadre de votre prêt pour pouvoir lever l'hypothèque et vendre libre de toute charge à vos acquéreurs. Jusque-là, je pense que tout le monde m'a suivi. Et ça, c'est normal. Par contre, si vous souhaitez acheter un autre bien, donc là, on est sur le deuxième bien, dont vous n'êtes pas encore propriétaire et que vous allez vous porter acquéreur de ce deuxième bien, qu'est-ce qui va se passer ? En principe, comme vous êtes déjà propriétaire, vous avez déjà fait un apport avec le prix que vous allez recevoir de la vente du premier bien, vous allez pouvoir faire votre apport pour acheter le deuxième bien. S'il est plus grand et mieux, en règle générale, il est un petit peu plus cher, donc très certainement, vous allez redevoir faire un autre prêt, donc un deuxième prêt pour l'achat du deuxième bien. Et l'apport du deuxième bien, une partie, du moins, j'imagine, de l'apport du deuxième... C'est pas que j'imagine, c'est que c'est souvent le cas. Une partie de l'apport pour le deuxième bien provient de la vente du premier bien. D'accord ? Donc, l'opération de je vends et je rachète est profondément liée dans le timing et dans le calendrier, et notamment dans les mouvements de fonds et d'argent. Et quelle est la problématique majeure qu'on a en Espagne, c'est que le prêt relais n'existe pas. Mais en pratique, il va y avoir une période intérim durant laquelle vous allez devoir vendre le bien avant d'acheter le nouveau bien. Oui, sauf que entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Si on parle de je vends le jeudi et j'achète le vendredi, ok, mais c'est plus complexe que ça, on va le voir. Déjà, en principe, si on parle d'une résidence principale, vous n'avez pas d'autre logement, notamment si vous êtes français ou francophone et que vous avez votre résidence en Espagne, vous n'avez pas votre famille non plus ici qui peut vous héberger entre-temps. Donc, dans la période de je vends et j'achète, il faut trouver une solution de logement pour votre famille et une solution de stockage de vos meubles si vous avez vos propres meubles. En règle générale, c'est le cas quand on a acheté un bien. En plus, on a investi et on a acheté des meubles, de la déco, on a des affaires. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette période intérim où j'ai vendu mon bien et je n'ai pas encore acheté ? Il faut prévoir ces solutions-là. D'accord ? Donc,
Là où ça se complique encore plus, c'est la particularité du financement en Espagne. Il y a un des derniers épisodes qui est sorti où je vous parle très précisément du financement, je vous décortique tout le financement et je vous explique bien comment ça se passe. Mais pour cet épisode, on va se centrer sur un délai du financement, le délai légal de désistement et de rétractation. Quand on signe l'offre de prêt en Espagne, c'est ce qu'on appelle une FEIN, ça s'appelle comme ça, ce sont des initiales. La banque doit respecter un délai compris entre 10 à 14 jours, ça dépend de la communauté autonome dans laquelle vous achetez. Donc ça varie en fonction de la région. Entre 10 à 14 jours, vous avez votre délai de désistement. D'accord ? Donc, c'est pas seulement je vends, je fais mon déménagement et j'achète, c'est à quel moment je signe mon offre de prêt pour le deuxième appartement, pour qu'on puisse caler la signature de l'achat. Parce qu'entre le moment où je signe mon offre de prêt et 10 à 14 jours après, on ne peut pas acheter. D'accord ? Donc ce délai-là, il faut aussi le prendre en compte pour pouvoir caler dans le calendrier toutes les pièces du puzzle. Et puis, il y a aussi une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que si les acquéreurs de votre premier appartement ont besoin d'un financement et les vendeurs de l'appartement que vous souhaitez acheter ont besoin d'acheter derrière avec aussi un financement, c'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire qu'on a une chaîne de FEIN, on a une chaîne de délais de désistement, on a une chaîne de calendriers et de délais légaux qui vont s'accumuler les uns derrière les autres, qui vont nous compliquer encore plus l'opération. D'accord ? Donc, vous avez compris, c'est pas simple, notamment lorsque toutes les parties ont besoin d'un financement en Espagne, parce que s'il n'y a pas besoin de financement, s'il y a une des parties qui n'a pas besoin de financement, elle rompt la chaîne des délais légaux et ça devient un petit peu plus simple. Ou si le financement provient d'une banque française ou d'une banque étrangère qui n'est pas soumise à la même réglementation, du coup, ça peut être aussi un levier de facilité et de simplicité de l'opération. En tout cas, je souhaitais donc vous exposer cette problématique du pré-relais qui n'existe pas, mais à tout problème, il y a une solution. C'est mon métier de trouver des solutions aux problèmes, donc je vais vous en exposer. On a trouvé quelques solutions avec mes clients. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça, donc j'ai du market practice, bien évidemment. Et il y a des petites solutions qu'on va pouvoir mettre en place, soit tout ensemble, soit indépendamment. Déjà, parfois, ce qui est possible de faire, et moi je l'ai fait personnellement pour une opération que j'ai faite pour moi avec mon mari, c'est que on s'est fait prêter l'apport pour acheter le deuxième bien. Mais attention, il faut que ça reste de la confiance à 100%, c'est-à-dire qu'en règle générale, un apport, c'est un minimum de 10% du bien, voire plus. Donc, on parle de grosses sommes, donc il faut avoir quelqu'un de confiance qui puisse vous prêter cet argent-là. Il faut instrumentaliser ce prêt de façon légale, il ne faut pas faire n'importe quoi pour éviter les soucis, parce que quand il y a de l'argent, et encore plus quand il y a beaucoup d'argent, même si c'est entre familles ou gens de confiance, il faut toujours sécuriser les opérations. Mais en tout cas, ça nous a permis, en fait, ces membres de notre famille qui nous ont prêté cet apport nous ont servi de pré-relais, clairement. Parce qu'on savait qu'on allait avoir l'argent de la vente, mais on n'avait pas encore pu vendre. Et donc, on a acheté en premier l'appartement avec ce pré-relais que les membres de notre famille nous ont prêté. Et quelques semaines après, on a vendu le premier appartement. Donc, quand on a vendu le premier appartement, on a remboursé la partie du prêt qu'on devait. Et puis, la plus-value qu'on s'est faite, le surplus d'argent, c'est ce qui nous a permis de tout de suite rembourser les membres de notre famille qui, très gentiment, nous avaient servi de pré-relais et nous avaient permis, avec le prêt de l'apport, de signer l'offre et d'acheter le deuxième bien. Ça, c'est quelque chose quand même... ça a été une chance énormissime que les membres de notre famille ont pu
nous servir de pré-relais. J'entends que ce n'est pas le cas le plus fréquent parce qu'on parle de grosses sommes. On ne parle pas de 2 000, 3 000, 5 000 euros. On parle de grosses sommes d'argent. Donc, parfois, bien, personne dans notre alentour a cet argent disponible à ce moment-là pour pouvoir nous prêter. Et puis, il faut faire attention à quelque chose, c'est-à-dire que si on vous prête de l'argent et que finalement, vous avez mal calculé votre coût et que vous vendez à perte ou vous vendez moins bien que ce que vous aviez prévu le premier appartement, eh ben, vous risquez d'avoir un trou et vous dire on pensait le vendre mieux, on a un trou de 10, 20, 30 000 euros, on ne va pas pouvoir vous rembourser la totalité de la somme que vous nous avez prêtée. Clairement, là, il y a un problème. Donc, c'est la meilleure des solutions si vous avez quelqu'un qui peut vous servir de pré-relais, mais il faut faire attention, il faut bien tout calculer pour être sûr que vous allez pouvoir rembourser le plus rapidement possible les personnes qui, gentiment, vous servent de pré-relais. Ensuite, la deuxième solution, si vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui puisse vous servir de pré-relais, c'est qu'il va falloir vendre dans un premier temps, trouver une solution de logement provisoire et de stockage de meubles provisoire pendant quelques jours, quelques semaines, le temps d'acheter votre deuxième appartement. Il est possible, dans le meilleur des cas, et ça je l'ai déjà fait, j'étais moi au milieu d'une chaîne d'opérations avec financement où en tout il y avait 4 opérations de achat-vente, 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 achat-vente avec des financements. Et on a tellement anticipé les choses dès le début avec tous les professionnels intervenant dans le dossier qu'on a réussi à tout caler à 4 jours de suite. C'est-à-dire que le lundi, on a signé la première opération, le lundi, la deuxième, le mercredi, la troisième et le jeudi, la quatrième. Donc, en fait, la solution provisoire de logement ou de stockage de meubles, on parlait de quelques jours. Donc, quelques jours, même si vous devez stocker les meubles, vous pouvez toujours parler avec l'entreprise de déménagement, de dire vous me gardez, vous déménagez le lundi, vous emménagez le mardi, donc vous me gardez une nuit dans votre camion de déménagement, les meubles, ça c'est possible. Ou alors il faut prendre, il faut louer un dépôt de meubles où ça se fait très souvent, des caves pour mettre vos affaires. Après ça fait les mettre, les renlever, etc. Mais bon, tout est une question de timing et de coût, bien évidemment, donc tout est à voir au cas par cas en fonction de votre situation. Ensuite, une autre solution, mais c'est plus qu'une solution, c'est un conseil vraiment que je vais vous donner. Il faut attendre que toutes les parties obtiennent l'offre de prêt et la FEIN. D'accord ? Quand une banque vous émet une FEIN, donc une offre de prêt, en règle générale, il y a une durée de validité. Donc, ils vous l'émettent et vous pouvez la signer quand vous le souhaitez. Et la durée de validité, en règle générale, c'est plusieurs semaines, voire 1 mois ou 2. D'accord ? Donc, on peut jouer avec tout ça, c'est-à-dire attendre que tout le monde ait son offre et sa FEIN qui a été émise, vérifier que les dates de validité rentrent dans le calendrier de toute l'opération de A à Z, de toutes les opérations d'achat-vente consécutives, et de dire « Ok, tout le monde a sa FEIN, elle est encore en vigueur, c'est bon, vous la signez tous maintenant ». Ça permet quoi ? Ça permet d'harmoniser le délai de 10 à 14 jours pour tout le monde et du coup d'arriver tous en même temps au bout de la course. Alors attention, si tous les biens se situent dans la même communauté autonome, donc dans la même région espagnole, tant mieux, mais ça ne va pas être possible d'harmoniser tous les délais de toutes les opérations si certains biens ne se trouvent pas dans la même communauté autonome parce que les délais peuvent être différents en fonction de la communauté autonome. D'accord ? Et puis, la quatrième solution, mais c'est encore une fois plus qu'une solution, c'est vraiment un conseil, c'est d'être transparent dès le début avec tout le monde. Les agents immobiliers, vos acquéreurs, vos vendeurs, avec tout le monde, les banques, pour expliquer la problématique, pour qu'on comprenne toutes les parties en jeu, tous les intérêts en jeu, et voir s'il est possible, par exemple, de laisser les meubles. On a tout déménagé, tout est en carton, mais on a laissé les meubles dans le premier appartement, le temps de faire le déménagement une fois qu'on aura signé, pour acheter le deuxième appartement et pour pouvoir faire le déménagement. Ça, c'est aussi possible. Attention, en termes d'assurance et de possession des biens, c'est pas
l'objet de cet épisode, donc je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet. Mais si vous vendez, laissez les clés à vos acquéreurs, achetez, vous n'avez pas encore les clés, là, il va y avoir des concepts juridiques de possession du bien. Vous avez fait le transfert, mais pas encore la possession. Ça peut complexifier un petit peu les opérations. Et puis, en termes d'assurance aussi, si vous avez vendu, vous n'êtes plus propriétaire, sauf que si vos biens sont encore dedans, et pendant le déménagement, il y a des problèmes en termes d'assurance, voilà, il faut anticiper tout ça. C'est pas impossible, mais il faut anticiper tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à mon canal YouTube ou à noter mon podcast et mes épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci.